que l'année fut éprouvante pour nos droits sociaux. Après la réforme régressive de l'assurance chômage, la réforme brutale et injuste des retraites, nous voici aujourd'hui, à la veille des congés d'été, amenés à étudier une nouvelle réforme de casse sociale, ce projet de loi dit du plein emploi. Le plein emploi, telle est l'ambition affichée du gouvernement, certes, mais à quel prix? Celui d'une précarisation et d'une paupérisation de notre société. Ce texte porte une vision purement adéquationniste de l'emploi. D'un côté, les gens qui ne travaillent pas, inscrits obligatoirement maintenant sur la liste des demandeurs d'emploi, et de l'autre, les entreprises qui peinent à recruter. Et il suffirait de les mettre en relation et de les sanctionner pour ceux qui n'obéissent pas à cette logique pour arriver au plein emploi. Cette idée simple, pour ne pas dire simpliste, aura pourtant des conséquences dramatiques pour certains de nos concitoyens. Tout d'abord, et en préambule, je voudrais vous dire qu'il y a un point qui me paraît problématique, puisque vous insérez la réforme d'un droit social, le revenu de solidarité active, dans un projet de loi portant sur le travail et donc du code du travail. Bien loin de la logique originelle du RMI qui crée un revenu minimal de subsistance pour sécuriser les personnes et favoriser une sortie de la pauvreté, le gouvernement définit le RSA non plus comme un droit social, mais comme un dispositif de recherche d'emploi. Dans la même logique, l'accroissement du conditionnement et des sanctions pour les bénéficiaires du RSA semble ici supplanter la volonté d'accompagnement. Suspendre le RSA peut avoir des conséquences dramatiques pour des personnes dont le quotidien n'est que survie, rappelons-le. Et cette mesure ne fait que stigmatiser un peu plus les bénéficiaires du RSA. Le texte porte par ailleurs également la volonté de recentraliser la gestion des demandeurs d'emploi, déshabillant de leurs compétences exclusives les régions et les départements. Enfin, la problématique du financement durable de ces mesures doit être soulevée. Si nous entendons la mission du gouvernement d'un meilleur accompagnement, la question des moyens, qu'ils soient humains ou financiers, pour atteindre cet objectif se pose. Et les chiffres présentés par le gouvernement nous semblent bien en deçà des besoins effectifs. Le problème du financement est pourtant particulièrement important et je crains que votre dogme néolibéral de réduction du déficit public en proposant uniquement une réduction des dépenses publiques ou des exonérations fiscales pour les entreprises, sans jamais envisager de recettes nouvelles, ne soit ici source de diminution de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. De plus, nous notons de grandes absences dans votre texte, Monsieur le Ministre, des sujets pourtant primordiaux quand nous parlons de travail. Vous prenez en effet, soutenu par la majorité sénatoriale, la valeur travail. Mais qu'en est-il de la valeur accordée au travail, aux conditions de travail, à la juste rémunération du travail? Le plein emploi, quoi qu'il en coûte, mais quel plein emploi? Celui des temps partiels, des contrats courts? La question de la qualité de l'emploi est parfaitement absente de votre texte. De la même manière, la lutte contre la pauvreté ne semble pas être une priorité pour ce gouvernement. Bien au contraire, ce projet de loi n'aboutira qu'à faire passer des gens de la précarité à la grande pauvreté. Absente également la question du non-recours au droit, qui sera aggravée par ce texte, et pourtant le gouvernement en avait fait une priorité. Pas une ligne non plus sur le reste à vivre, et enfin voici un texte sur le travail qui ne traite pas des leviers à la reprise d'activité pour lever les freins à l'emploi, sauf la petite enfance, monsieur le ministre. Farouche défenseur des droits sociaux et du service public de l'emploi, de la lutte contre la pauvreté, les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain porteront donc des propositions pour un accompagnement plus humain, juste et efficace des personnes sans emploi. Et nous voterons contre ce texte qui ne suit pas cette logique-là. Nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre du projet de loi plein emploi. Et si le groupe socialiste, écologiste et républicain partage l'ambition d'atteindre cet objectif, nous n'avons de toute évidence pas la même vision de ce que recouvre cette notion, le plein emploi, devant être ici obtenu à tout prix, envers et contre tout. Une vision bien trop brutale et stigmatisante. En 1988, lorsque la gauche a fait adopter à l'unanimité la création du RMI, aujourd'hui RSA, l'important était qu'un moyen de vivre, ou plutôt de survivre, soit garanti à tous, en même temps qu'un droit à l'insertion sociale et professionnelle. Avec ce texte, le gouvernement introduit un changement de philosophie du RSA, instaure un déséquilibre entre droits et devoirs et ajoute de l'insécurité à des personnes déjà très fragilisées. Auparavant, on considérait que la société avait le devoir d'insérer et d'accompagner les allocataires. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont les allocataires qui ont des devoirs, des obligations.
Déjà plus de 30% des Français ayant droit au RSA ne le demandent pas, alors qu'il aurait fallu des propositions pour lutter contre ce non-recours. Il n'y a rien, ou plutôt si, de la conditionnalité et des nouvelles sanctions qui risquent d'aggraver encore la précarité des plus fragiles. Oui, ce texte est injuste envers les demandeurs d'emploi et représente une vraie violence sociale. Il est tout autant flou et recentralisateur. Ce texte est flou en ce qu'il évite soigneusement de parler des moyens et renvoie à des décrets dont on ne sait rien, la mise en œuvre de nombre de dispositions. Où sont les milliards qui permettraient de mettre en place l'accompagnement intensif et personnalisé promis et d'accéder à un emploi durable? Dans la même lignée, ce texte est recentralisateur. La compétence exclusive des régions sur la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, issue de 40 ans de décentralisation, devient une compétence partagée État-région. La région se réduira demain à un rôle d'opérateur de l'État. Comment les représentants des territoires et des collectivités que nous sommes peuvent-ils accepter cela ? Alors même que notre Assemblée vient de rendre, via le groupe de travail sur la décentralisation lancé par le président du Sénat en octobre dernier, 15 nouvelles propositions pour redonner aux élus locaux leur pouvoir d'agir. Les collectivités et leurs élus attendent de nous une décentralisation claire et des transferts de compétences effectifs. La régionalisation des compétences de l'emploi et la formation professionnelle est un modèle efficient et conforme à celui de la plupart des autres pays européens. Pourquoi la remettre en question ? Nous nous inquiétons particulièrement pour notre jeunesse également, jusqu'ici suivie par les missions locales, elles aussi mises à mal. Certes, ces dernières jouent un rôle décisif dans l'accès à l'emploi des jeunes, mais pas que. L'ensemble des jeunes rencontrés par les missions locales ne correspondent pas à la définition du demandeur d'emploi. Et il ne faudrait pas que la logique par trop administrative du projet de loi s'avère contre-productive dans la relation d'accompagnement et pour l'accès aux droits. Nous veillerons donc, par voie d'amendement, à ce que l'on préserve ce véritable service public territorialisé de l'insertion des jeunes, dont l'atout est d'avoir une approche globale de l'accompagnement. Vous l'avez compris, nous sommes opposés à ce texte qui veut remettre chacun au travail à marche forcée, en augmentant encore un peu plus la pression et les menaces sur les personnes sans emploi. Nous n'acceptons pas que les petites phrases qui consistent à faire penser qu'il suffit de traverser la rue ou même de faire le tour du Vieux-Port pour trouver un emploi. Cessons donc avec ces provocations. Pour nous, il est important que l'individu s'inscrive dans une logique d'insertion professionnelle durable en termes de motivation, de projet, de salaire et qu'il n'abdique pas ses aspirations professionnelles personnelles. Le travail est un facteur d'intégration et d'émancipation s'il est librement choisi et s'il s'exerce dans des conditions décentes. Ce faisant, un véritable service public de l'emploi ne saurait forcer les personnes à occuper des emplois précaires et sous-payés. Il doit au contraire organiser un droit à l'emploi de qualité pour tous. C'est cette vision que nous défendrons lors des débats ces prochains jours. Je conclurai en rappelant que le gouvernement nous avait également promis une loi petite enfance afin de mieux répondre aux besoins des familles et de donner à chaque enfant les mêmes chances. Or, le compte n'y est pas avec l'article 10 du projet de loi. Une sorte de cavalier législatif, loin de créer un véritable service public global de la petite enfance et qui interroge pour le moins en termes de faisabilité au regard des pénuries de personnel et des charges qui incombent déjà aux collectivités.